Bien, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour à ceux qui ont participé au précédent webinaire avec Rémi Chal d'EdTech. Pour ce deuxième webinaire, nous recevons Benoît Praly, qui est CEO de Domotio, une entreprise avec qui nous travaillons et qui développe des solutions pour d'adaptive learning, pour personnaliser les parcours, l'apprentissage et améliorer effectivement les impacts de l'apprentissage. Nous travaillons avec Domotio puisque nous avons été INCREA Hauts-de-France a été lauréat d'un appel à manifestation financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation sur le thème de transformation pédagogique et numérique. Et donc, nous avons été lauréats pour un projet que l'on a baptisé SUPIA et qui concerne l'enseignement supérieur augmenté par l'intelligence artificielle. Donc, je suis ravi d'accueillir Benoît Praly, CEO de Domotio. Est-ce que Benoît a pu nous rejoindre? Nous attendons Benoît. Donc, alors Benoît est là, a priori, on le cherche sur les différentes tables pour lui donner la parole et intervenir avec moi sur ce sujet d'adaptive learning. Ne quittez pas, restez à l'écoute. En attendant, je peux donner quelques éléments de complément sur ce projet auquel nous avions répondu donc l'année dernière, qui fait l'objet d'une expérimentation que l'on mène au sein d'INCREA sur 2 années. Donc là, on arrive bientôt au terme de la première année. En fait, dans le cadre de cet appel à projet, il y avait deux catégories proposées. La conception de parcours flexibles, il y a eu 9 projets retenus, et les environnements numériques d'apprentissage et flexibilité avec 16 projets retenus. Et c'est sur la deuxième catégorie que nous avions soumis le projet SUPIA. Pour ce projet, une aide a été octroyée d'un montant maximum qui était de 70 000 euros, qui permet le financement d'expérimentations conduites sur ces 2 années universitaires. Alors, j'attends des nouvelles de mon équipe pour savoir si nous pouvons démarrer. Allô, allô. Vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. oui, j'ai du son. Je me moquais gentiment de Rémi tout à l'heure, mais en fait, finalement, j'ai eu autant de mal. Donc, ravi de vous accueillir dans ce webinaire. Je l'expliquais tout à l'heure, Vincent Six, mais on s'est déjà rencontré. Oui, Donc, je suis directeur de
de la direction innovation, ingénierie pédagogique pour INCRE Hauts-de-France. Et dans le cadre de cette journée pédagogique, on souhaitait apporter, comme ça a été le cas avec le webinaire précédent, et Rémi Chal, un témoignage sur les grandes évolutions, les tendances suite au Covid, mais pas que, puisqu'il y a la rentrée, mais il y a aussi bien sûr les enjeux et les grandes tendances des mois et des années qui viennent. Et on voulait vous faire intervenir à la fois pour présenter la solution innovante de Domotio, qui vise à personnaliser et à améliorer finalement l'expérience d'apprentissage, et puis aussi témoigner finalement sur une expérimentation que l'on mène ensemble actuellement dans le cadre d'un projet qui a fait l'objet d'un financement du ministère et qui s'appelle Supia. Donc, je vous laisse peut-être présenter Domotio dans un premier temps. Je crois que vous avez une présentation qu'on va basculer sur la table pour que vous puissiez vous appuyer dessus et puis nous présenter finalement les grandes fonctionnalités. Parce que même si on en parle beaucoup, je pense que pour beaucoup, l'adaptive learning reste quand même quelque chose d'assez nouveau. Et donc, je pense que ça peut être intéressant pour l'ensemble des participants d'avoir quelques éclairages. Bien, eh bien déjà, merci pour l'invitation, merci pour l'organisation. Alors, je suis un peu en retard, je m'excuse, j'ai un peu eu du mal sur la connexion, mais déjà, c'est vrai que effet Covid ou pas, déjà, je trouve que l'organisation et la ponctualité dite digitale est bien supérieure à celle physique. J'ai jamais commencé et terminé autant de réunions à l'heure. C'est vrai. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Benoît Praly, de formation ingénieur, et vous comprendrez un peu de cette formation mon cheminement, et à la lumière de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous verrez que je suis un peu et même beaucoup geek dans l'âme. En sortie d'école d'ingénieur, j'avais un projet de faire de l'intelligence artificielle, et en fait, on se rend compte quand on regarde un peu que l'intelligence artificielle nous entoure partout, partout, partout. Dans tous les domaines d'industrie, on a de l'intelligence artificielle. La Poste étant un des précurseurs, La Poste a fait énormément de travaux sur de la reconnaissance d'écriture pour essayer d'automatiser la redistribution de courrier, etc. Les acteurs comme la distribution d'énergie, la santé, la météo, la bourse, tout ce qui est financier, il y en avait partout. Et finalement, je me suis dit, si moi je dois mettre à contribution ma modeste intelligence en mathématiques et en informatique, je pense que ça serait pas pour ces industries-là. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est me concentrer finalement sur l'humain. Et cette notion d'apprentissage de la machine m'a très rapidement amené à l'apprentissage de l'humain, et notamment à comment est-ce que j'apprends à apprendre. Et donc, c'est pour ça que j'adore ce thème, et que pendant cette présentation, j'ai un support. Je vais essayer d'avoir ce fil rouge-là qui est apprendre à apprendre. Finalement, comment est-ce qu'on apprend à une machine à apprendre, et comment est-ce que derrière, on peut appliquer ça à l'humain. Donc, c'est un petit peu le chemin que je vous propose de faire ici pendant 3/4 d'heure peut-être ce matin. Et pour présenter Domotio en quelques mots, donc Domotio, c'est une société, une jeune pousse française, 16 collaborateurs, principalement sur la région parisienne, mais aujourd'hui, on compte des clients dans plusieurs industries différentes. Donc, en fait, ce qu'on propose, ce sont des algorithmes principalement qui vont capter de la donnée dite d'apprentissage, donc par rapport à des notes, par exemple, sur une année scolaire, par rapport à des traces d'apprentissage sur des plateformes numériques, par rapport à des traces de consommation laissées sur des applications smartphones. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer toute cette donnée, la digérer, pour derrière essayer de personnaliser, ou en tous les cas d'améliorer l'engagement de l'utilisateur qui est apprenant dans sa démarche de développement personnel. Donc, on le fait, et vous le verrez de façon… on a la chance de ne faire que des algorithmes. Donc, en fait, ça nous permet de travailler avec plein de gens. C'est extrêmement riche. On travaille à la fois avec le secteur public. Donc, on travaille en ce moment sur une application d'apprentissage de la lecture avec des aides à la mémorisation, des aides à la remédiation, donc automatiser des parcours pour aider l'élève en fonction des difficultés qu'il peut avoir.
Donc ça, on fait ça sur le cycle 2, donc c'est le CP, CE1 et CE2. On fait également pas mal de sujets au collège. On fait des sujets au niveau universitaire, donc lu supérieur, comme avec vous par exemple. Et j'en dirai en effet plusieurs mots à la fin de ma présentation. Et on travaille également avec toute l'industrie donc là du privé. Et donc on travaille avec des acteurs comme la SNCF, GRDF, Bouygues Télécom, etc. pour cette fois-ci plutôt l'engagement dans la formation de leurs collaborateurs. Donc voilà en quelques mots. Et nous, ce qui nous passionne, c'est vraiment comment est-ce qu'on est capable de récupérer, collecter, traiter de la donnée pour essayer d'individualiser des démarches de formation. Et surtout, ce qu'on ne fait pas, parce qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous, c'est la création de contenu, l'ingénierie pédagogique, la réflexion autour de parcours, voire même des plateformes d'apprentissage. D'accord. Très bien. Et donc, si je peux, alors, est-ce que je peux prendre la main sur le document que je vous ai partagé ou pas? Oui, super. Donc, en préambule, donc, ce que je voulais voir avec vous finalement, c'était un petit peu le cheminement que j'ai mené moi-même. Revenir peut-être un peu en amont sur quels sont vraiment les enjeux qu'on essaye d'adresser. Comment est-ce qu'on s'intègre dans un réseau EdTech? Rémi l'a beaucoup présenté. L'écosystème français est très riche. Et je pense qu'il faut être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Et puis après, tout de suite embrayer sur un discours qui sera pas tant présentation de Domotio, mais plus voilà, apprendre à apprendre. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Comment est-ce qu'on a appris à des machines à apprendre? Et comment est-ce qu'on peut récupérer ces apprentissages et les appliquer à l'apprentissage humain? Ensuite, je donnerai 2 mots sur les 2 verticales qu'on a choisi de rendre des produits. Et enfin, une conclusion sur le REX, donc un retour sur expérience par rapport au projet qu'on a réalisé ensemble. Quelques mots d'introduction. Alors, vous avez peut-être déjà vu ce type de graphique. Ils commencent à dater, mais ils sont, ma foi, très parlants. Aux États-Unis, où ils ont on va dire des largesses un peu plus importantes que nous en France pour expérimenter, ils se sont intéressés à l'activité cérébrale des enfants pendant une journée. Et donc, en fait, ils les ont suivis pendant une semaine, pendant leur journée. Et ce qui les intéressait, c'était de savoir voilà, quelle était l'activité cérébrale de ces élèves au cours de la semaine. Et ce qu'il en ressort, c'est super intéressant. Notamment quelque chose qui fait souvent sourire, c'est que si on prend ce que j'ai entouré en bleu et en rouge, c'est que l'activité cérébrale, que ce soit devant la télé ou devant une classe qui là était une classe, on va dire, magistrale, avec un enseignant et des élèves qui sont plutôt passifs, on voit que finalement, il y a une activité cérébrale qui est relativement proche de 0, avec une petite excitation au début quand l'enseignant rentre dans la classe, et puis finalement qui se réduit assez rapidement. Donc si ça, il faut qu'on en tire nos propres conclusions. Il y a aussi des sujets qui sont intéressants, notamment quand on regarde les sujets qui sont plutôt associés à tout ce qui est lab, donc tout ce qui est manipulation. Et également tout ce qui est, en plus de la manipulation, l'interaction avec les autres. Parce que là, il y a du travail en groupe, de la réflexion, de l'autonomie, etc. Et ensuite, ce qui se passe également pendant les temps de sommeil, qui, on le savait depuis longtemps, et sont finalement les moments où on a le plus d'activité et où se fait une bonne partie des, non pas des apprentissages, mais de tout ce qui est ancrage et mémorisation. Donc, voilà, juste pour introduire un peu le propos, on se rend compte que finalement, les modèles qu'on utilise depuis des centaines d'années aujourd'hui ne sont peut-être pas forcément tous achetés, mais en tous les cas peut-être à réinventer pour certains. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup de grandes universités, que ce soit anglo-saxonnes surtout, où en fait on demande aux étudiants de lire leurs cours en amont. Les cours magistraux n'existent plus. Et en fait, on passe plus de temps à faire du problem solving, donc de la résolution d'exercices, etc., pendant les heures avec un enseignant. Ensuite, le deuxième sujet que je voulais introduire, c'est que on, on est tous humains. Donc, ce qui nous rassemble tous, finalement, c'est que certes, on apprend, mais surtout, on oublie. Et qu'on oublie beaucoup. Il y a pas mal d'études à ce niveau-là, alors qui sont
finalement assez sommaire, puisque quand on se réfère à Ebbinghaus, c'était sur de l'apprentissage par cœur de voyelles. Mais on voit que la mémorisation, en tous les cas, est un gros enjeu de l'apprentissage, puisque l'apprentissage, c'est aussi la répétition. Et on voit que finalement, quand on parle d'apprendre à apprendre, on a aussi la notion de méthodologie qu'on doit mettre en place. Et on se rend compte très vite que pas mal d'études sur le sujet couvrent quelles sont les bonnes méthodes de mémorisation, qu'elles existent, et que ce n'est pas du tout celles qu'on utilise quand on est étudiant sur les bancs de la classe ou quand on est en entreprise. Par exemple, le fait de surligner, le fait de relire, etc., vont avoir des valeurs de mémorisation à long terme qui sont très faibles. À court terme, certes, pour un examen, c'est intéressant, mais à long terme, très peu. Ça, c'est extrêmement intéressant et on se dit que finalement, juste en diffusant, en essaimant un petit peu ces bonnes pratiques, on est capable de gagner et d'apporter de la valeur à nos étudiants, enfin, en tous les cas, à nos apprenants, si je prends la formation tout au long de la vie, pour les aider à peut-être apprendre à apprendre, donc à avoir des méthodologies qui sont un peu plus efficaces. Et en dernier propos introductif, donc tout le monde, je pense, connaît Bloom, notamment pour la fameuse taxonomie. Il a également réalisé pas mal d'études sur quel est l'impact finalement d'une relation enseignant-élève et en fonction de différents scénarios. Il a pris 3 scénarios principaux, le mode conventionnel, donc un enseignant pour 30 élèves plutôt dans un cadre de cours magistral, un enseignant pour 30 élèves plutôt dans une démarche de problem solving, justement, de résoudre des exercices, et enfin un paradigme 1 pour 1. On voit, et donc ça, ce sont les courbes qui sont ici, que c'est le paradigme 1 pour 1 qui fonctionne le mieux. Alors, on enfonce des portes ouvertes, et puis une fois qu'on a dit ça, on se dit ok, mais Benoît, dans la vraie vie, c'est pas praticable. Ben, c'est justement là que moi, je me suis dit que l'intelligence artificielle pouvait nous aider. Parce que si vous regardez dans votre vie autour de vous, c'est exactement ce que vous propose en termes de valeur fonctionnelle l'intelligence artificielle. C'est comment dire, de modéliser une sorte de tuteur qui serait là pour essayer de vous comprendre et de vous faire des propositions. Donc, pensez à Netflix, où une fois que vous avez regardé un certain nombre de vidéos, il vous pousse de nouvelles vidéos. Pensez aux réseaux sociaux, où en fonction de qui sont vos amis, on vous pousse d'autres potentiels amis ou d'autres centres d'intérêt. Donc, ce que tend à faire l'intelligence artificielle, finalement, c'est à essayer de recréer cette relation 1 pour 1 qui est démontrée comme étant celle qui permet d'avoir le plus de valeur pédagogique. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je veux juste repréciser que tel que nous on l'imagine et tel que je pense il est bon et que ce soit partagé, que tout le monde l'imagine comme ça, l'intelligence artificielle est aussi intelligente que elle a des données de qualité et est aussi intelligente qu'elle est utilisée dans un cadre de travail qui l'exploite au mieux. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle ne remplacera pas un dispositif de formation, se basera pour peut-être compléter un dispositif de formation sur une logique d'hybridation ou sur une logique plutôt de soutien, de remédiation, d'aide à la mémorisation. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient compléter un dispositif existant et c'est comme ça qu'on le met en avant et c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a mis en avant dans le projet qu'on va vous restituer de notre expérimentation avec des étudiants de INCREA Hauts-de-France. Donc, quand on parle d'enjeux, finalement, on voit qu'ils sont multiples et toute une filière s'est organisée et s'est structurée autour de ça. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque Rémi en a parlé, mais voilà, je voulais juste faire un petit rappel là-dessus et dire que des gens se sont focalisés sur plutôt le côté plateforme, plutôt le côté pédagogique, plutôt le côté classe virtuelle, etc. Nous, on s'est vraiment focalisé sur le côté plutôt
algorithme et comment est-ce qu'on peut prendre un dispositif existant pour le compléter. Au final, nous, ce qu'on s'est dit, c'est l'intelligence artificielle, certes, on en fait un peu tout et rien. Ce qui nous intéresse, c'est de répondre à 2 enjeux pour la formation tout au long de la vie de façon très générique. Le premier, c'est, Rémi l'introduisait aussi, les MOOC, ça marche pas parce qu'en fait, on a peu d'utilisateurs qui terminent. Et en fait, on se rend compte que c'est un gros souci, c'est que, quel que soit, on a massifié beaucoup les formations, donc avec du online, etc. Mais le côté assez frustrant, c'est que même si on a massifié et qu'on a plus d'étudiants qui passent sur nos dispositifs, on est sur une pédagogie qui est très peu différenciée. C'est-à-dire que tout le monde commence au même endroit et tout le monde finit au même endroit en ayant très peu d'individualisation. Donc nous, ce qu'on a voulu aller adresser comme premier enjeu, c'est celui-là. Comment est-ce qu'on peut essayer de créer un chemin qui va être individualisé de ressource en ressource et qui va répondre au mieux aux besoins de développement de l'étudiant qu'on a en face de nous. Le deuxième enjeu, c'est comment est-ce que tout le temps qui est investi sur l'apprentissage, finalement, peut être rentabilisé grâce à des aides à la révision. Donc, comment est-ce qu'on accompagne le maintien sur le temps, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, des connaissances, histoire qu'on soit plus dans une logique de bachotage et quand je passe à l'année suivante, en fait, il faut que je rebachote parce que j'ai pas retenu ce qu'il y avait avant. Donc, cette importance de créer une base solide de connaissances. Donc, pour vous montrer comment est-ce qu'on a adressé ces 2 enjeux-là, finalement, je me suis dit: «Apprendre à apprendre», en fait, moi, ça me parle beaucoup parce qu'au-delà d'apprendre à apprendre en tant qu'humain, apprendre à apprendre, c'est ce que je fais faire à une machine, finalement. Et quand je parle d'une machine, je parle d'un algorithme. Donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'algorithme, par exemple? Et notamment, apprendre à apprendre, on va être beaucoup dans les systèmes dits de recommandation. Ça va être, j'apprends comment tu es pour que finalement je sois capable de te proposer des contenus qui soient adaptés. Si on prend un exemple qu'on utilise tous les jours, si on prend Google et qu'on tape intelligence artificielle sur Google, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ce que je vous ai entouré après, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 119 millions de résultats. Et en fait, ce que fait Google, c'est qu'il vous en sort 10 sur la première page. Indépendamment de ceux qui sont sponsorisés, il en sort 10 sur la première page. Donc en fait, finalement, quand on parle de moteur de recommandation, l'idée, c'est d'avoir un système qui prédit la note qu'un utilisateur mettrait à chaque élément d'une grande base de données. Donc en fait, si moi je devais faire les 119 millions de résultats, je viendrais mettre des notes. Et ben ce que fait Google et un système de recommandation, c'est finalement dire, moi je te connais à peu près déjà, j'ai déjà appris qui tu étais, ce qui t'intéressait, et donc je pense que les 10 meilleurs résultats qui vont t'intéresser, les 10 meilleures notes que toi tu mettrais sur cette énorme base de données, ce sont celles-là, et donc je vais te pousser ces éléments-là. Pourquoi on le fait finalement? À quoi ça sert? Eh ben, alors excusez-moi, le pourcentage a sauté, je crois que c'est une question de police. Ce qu'on voit, c'est que Amazon, qui est aussi un des exemples les plus connus sur ces moteurs de recommandation, c'est la fameuse petite fenêtre, ce qui pourrait vous intéresser ou ce que les utilisateurs comme vous ont acheté. Entre le passage à Amazon avant et Amazon après ces systèmes de recommandation et ces petits encarts, Amazon a augmenté de 35% son volume de vente. Donc on voit que le fait de personnaliser une réponse à un besoin d'un utilisateur, ça a un sens. Nous, on s'est dit, on va appliquer ça sur un besoin d'apprentissage et de développement des compétences pour essayer de maximiser l'engagement et l'impact que va avoir l'utilisateur sur une plateforme. Alors, comment ça marche? Quelques mots là-dessus. Admettons qu'on doit faire apprendre à je sais pas, Clara, tiens, à compter de 1 à 49. En fait, on va avoir 2 approches. On va avoir une approche qui est basée sur, je l'ai mis en anglais parce qu'on le trouve dans la littérature beaucoup en anglais, sur ce qu'on appelle content filtering. C'est-à-dire, en fait, quelque part, on a une sorte de programme officiel qui nous dit que, après avoir appris, de 1 à 49, et ben, ensuite, c'est de lui présenter, l'addition. Donc, intéressant, on se base surtout sur des systèmes experts. Et donc là, par exemple, si je dois faire un parallèle avec Netflix, c'est de dire, tu as regardé une vidéo sur, je sais pas, les pirates, donc potentiellement, tu vas aimer les vidéos avec des perroquets. C'est un peu infantilisant, mais c'est l'idée, c'est de dire qu'on a des relations un peu sémantiques
entre deux contenus. Et il y a l'autre approche qu'on va appeler collaborative filtering, où là, c'est pas tant une sorte de lien sémantique entre deux ressources, mais c'est le fait que quelqu'un un peu comme Clara, donc un Benoît par exemple, lui, après avoir appris à compter de 1 à 49, il a appris à compter de 1 à 1000. Donc on voit que ces approches-là, elles sont complémentaires. Et si je dois refaire un lien avec Netflix, l'idée du collaborative filtering, c'est de dire si Clara a regardé une vidéo sur les pirates, par exemple, et que Benoît, qui est assez proche de Clara, a regardé une vidéo sur des super-héros, par exemple, je ne sais pas, et ben on va recommander à Clara également des super-héros. Donc l'idée derrière, c'est d'essayer de fusionner ces deux approches pour être capable de créer un système de recommandation qui va apprendre qui est l'utilisateur, qui va utiliser une sorte de programme officiel pour essayer de dire, bah, en fonction de ce que j'ai appris de toi, voilà ce que je pense va être le plus efficace dans le développement de ta compétence ou dans le développement de tes connaissances. Donc la suite assez logique, c'est un moteur de recommandation, certes intéressant comme technologie, mais derrière, comment est-ce que je l'applique à l'apprentissage humain? Eh bien, tu en as parlé tout à l'heure, Vincent. Un des sujets qui va revenir assez régulièrement, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif. C'est exactement la même chose, c'est de se dire, ben, sur une, alors plus de son chez tout le monde ou juste chez vous? OK, moi ça va. Bon alors je continue alors. Oui, moi je t'entends aussi bien. Donc, OK, très faut bien. rafraîchir, faut profiter. Quand on a des problèmes de son, rafraîchissez la page et normalement ça revient. Donc je continue. Donc, je vous faisais le parallèle avec, le moteur de recommandation. Donc ce qu'on va appeler l'apprentissage adaptatif, ça va être le même fonctionnement. On prend tout un corpus de contenus et de ressources qui peuvent être en ligne, qui peuvent être présentielles, qui peuvent être un camarade, qui peuvent être, plein de choses qu'on va appeler ressources pédagogiques et en fonction d'un objectif que va avoir l'utilisateur et peut-être d'autres utilisateurs qui, un peu comme lui, seraient passés avant, on va regarder quelles sont les ressources qui ont eu le plus d'impact dans le développement de la compétence ou en tous les cas dans l'atteinte de l'objectif et on va proposer ce chemin-là à l'étudiant. Donc, ça fonctionne comme une boucle. C'est pour ça que derrière, on dit qu'il y a de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on apprend à apprendre. On va partir d'un point A qui sera finalement le positionnement, qui est mon utilisateur, qu'est-ce qu'il connaît à un moment donné, etc. On va avoir un point B qui est, par exemple, un niveau académique. Voilà, à la fin de l'année, il faut qu'il ait maîtrisé ça pour avoir son examen. Et ce que va faire le système, c'est lui faire des petites recommandations tout au long du chemin, voir l'impact qu'elles vont avoir, comparer ça par rapport à d'autres cheminements qui auraient été faits par des apprenants des années précédentes ou en même temps que lui, et comme ça, boucler. À chaque fois qu'une recommandation est faite, la ressource lui est proposée, il réussit, il se trompe, il passe un certain temps, il le fait à telle heure, etc. Ça va réentraîner le modèle qui va permettre de dire, bon, bah voilà la prochaine recommandation. Donc de là, ce qui m'intéressait, c'était de vous donner un petit peu plus de billes sur finalement, qu'est-ce que ça veut dire qu'être un apprenant? Et chez nous, comment est-ce qu'on apprend à apprendre à la machine? Donc finalement, ça revient à dire quelles sont les caractéristiques que l'on demande à notre machine d'apprendre sur un apprenant. Je suis désolé, ça fait beaucoup d'apprendre et apprenant, mais j'espère que vous suivez un peu le fil rouge. Donc chez nous, l'apprenant, on essaye de le formaliser en 5 grandes dimensions. Qui il est, c'est-à-dire d'où il vient, et cetera. Qu'est-ce qu'il sait à un moment donné, donc quel est son niveau de maîtrise? Qu'est-ce qu'il doit, apprendre, donc quel est son objectif pédagogique? Comment est-ce qu'il consomme le contenu? Donc à quel moment, pendant combien de temps et cetera. Et ensuite, quelles sont ses préférences, s'il en a? Ses préférences d'apprentissage par rapport à certaines modalités, par rapport à certains, centres d'intérêt et cetera. Si je dois les décrire un peu rapidement, qui est-il? C'est extrêmement intéressant d'avoir cette approche-là, c'est-à-dire on prend tout plein d'utilisateurs, on prend des caractéristiques, par exemple, on peut utiliser des choses comme quel est son cursus avant d'intégrer l'école, sur quelle région, etc. On peut utiliser pas mal de caractéristiques.
Et à partir de ces caractéristiques-là, on va faire ce qu'on appelle une classification. C'est-à-dire, on va laisser la machine essayer de faire des groupes homogènes pour essayer de comprendre qui sont nos utilisateurs. Et l'intérêt de ces classes ou de ces clusters en anglais, c'est qu'on va avoir des groupes qui, a priori, devraient être à peu près homogènes par rapport aux caractéristiques qu'on a proposées à l'outil. Et donc, on va regarder ce que les gens du même groupe font pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut en tirer des enseignements sur les ressources qui marchent le mieux, les ressources qui marchent le moins bien, etc. Le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'il sait. Donc là, derrière, on va venir travailler sur des positionnements, donc à travers un certain nombre de… Donc avoir, peut-être promouvoir aussi une démarche par compétence ou par connaissance. Donc bien lister quel est le référentiel dans lequel on est et utiliser des données, par exemple, de résultats des examens, d'appréciation d'enseignants, de résultats sur des quiz en ligne, etc., pour venir faire ce qu'on appelle l'estimation de la maîtrise. Donc, venir le positionner en termes de maîtrise sur les différents items. Là, je vous invite à regarder, je n'aurai pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais il y a pas mal d'algorithmes assez standards qui existent sur ces estimations, comme le BKT et l'IRT. Donc, l'IRT, c'est l'Item Response Theory, et le BKT, c'est le Bayesian Model Tracing, Knowledge Tracing. Donc, vous trouverez ça assez simplement sur Internet pour ceux qui veulent creuser. C'est des maths, mais c'est relativement simple à comprendre. Donc, on a qui il est, qu'est-ce qu'il sait. On va comparer ça par rapport à qu'est-ce qu'il doit apprendre. Donc là, finalement, on va regarder si on part à nouveau sur des radars, si on le positionne par rapport à ce qu'il doit, par rapport à ce qu'il sait et par rapport à ce qu'il doit apprendre. Ce qu'il doit apprendre, typiquement, on va le chercher par rapport à l'attendu académique. Donc, à la fin de l'année, il faut qu'il ait son examen. Donc là, on rétropédale et on se dit, pour avoir son examen, tous ceux qui ont eu leur examen, voilà le niveau qu'ils ont atteint dans les différentes matières. Ensuite, on va s'intéresser à comment est-ce qu'ils consomment le contenu. Donc, typiquement, on parle beaucoup des rythmes d'apprentissage. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une démarche très empirique par rapport à ça et individualisée. Donc, c'est à quel moment sur une journée est-ce que les gens consomment le plus de contenu et sur lesquels ils sont, de ce qu'on constate, le plus efficaces. Et ensuite, également, au niveau d'une semaine, est-ce que j'ai des moments qui sont privilégiés? Est-ce que j'ai des temps de session qui sont privilégiés pour essayer de comprendre quel est le modèle qui va fonctionner le plus pour nos apprenants? Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche empirique. C'est de se dire, on sait que ça existe parce que on a beaucoup de modèles cognitifs qui nous disent que c'est comme ça que ça marche. Plutôt que d'apposer des généralités, on essaye d'avoir une démarche la plus empirique possible pour regarder ce qui est le cas sur le terrain pour pouvoir individualiser derrière. Le corollaire, c'est que ça demande quand même beaucoup de données. Et en final, les préférences d'apprentissage. Donc là, nous, on a complètement rayé de la carte les fameux types d'apprentissage, là, avec nos kinesthésiques, visuels et auditifs. On se dit principalement que, en fait, il existe des préférences avec certains supports, avec certaines typologies et avec certains, finalement, centres d'intérêt. Donc, on a travaillé avec un éditeur, par exemple, sur l'apprentissage de la lecture, donc un autre projet que celui que je mentionnais au début. Et en fait, là, on s'est intéressé à de quoi parle le texte pour essayer de trouver les centres d'intérêt de la personne, pour essayer de lui trouver des textes qui vont l'intéresser et qui vont l'engager encore plus. Donc, je clôt finalement cette section pour peut-être, je ne sais pas comment est-ce que Vincent, tu Oui, veux faire, mais peut-être qu'on peut prendre quelques questions déjà. Oui, exactement. Il y avait quelques questions. Les plus récentes, c'est une question pour toute forme d'apprentissage, mais comment s'assurer que les mots employés reflètent une vraie connaissance? Il faudra peut-être préciser un peu la question. Alors, il y a une question, d'où viennent les données? Ça peut être, Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est un des gros enjeux. C'est en effet d'où viennent les données, est-ce qu'elles sont pertinentes, à qui elles appartiennent, etc. Donc, en effet, dès qu'on va travailler sur des systèmes où l'idée va être de collecter de la donnée pour les traiter, en général, on commence par faire ce qu'on appelle une sorte d'audit et on regarde un peu quelle est la tête des données et sur quel système elles sont. Typiquement, les systèmes assez classiques sur lesquels on va retrouver les données,
vont être chez les entreprises des SIRH, où on va avoir donc toutes les informations sur les employés, sur leur parcours de carrière, etc. Des outils de scolarité dans l'enseignement supérieur ou au niveau du scolaire, où là, finalement, on va savoir qui sont les étudiants, quels sont leurs choix de filière, leurs spécificités, etc. Et ensuite, on va utiliser des plateformes comme Moodle, comme d'autres plateformes qui seront propriétaires, qui, elles, vont proposer des parcours en ligne euh, sur laquelle les utilisateurs vont laisser des traces. Donc, je clique là, je passe tant de temps là, je réponds bon à telle question, je passe cette vidéo, non, je m'arrête, j'augmente le son, etc. Ça, c'est autant de données qui vont être collectées et qu'on va pouvoir utiliser. C'est ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la solution Domotio vient se connecter en fait à plusieurs, potentiellement plusieurs plateformes, plusieurs outils pour aller chercher la donnée. Ce C'est sont des ça. données propriétaires, en l'occurrence pour un établissement d'enseignement supérieur, ce sont nos données. On ne va pas Ce, chercher des données extérieures, quoi. non, ce sont vos données, ce sont également en général vos référentiels pédagogiques, vos ressources pédagogiques. Et donc, en propos introductif, je disais que Domotio, ce qu'on ne fait pas, c'est du contenu, de l'ingénierie pédagogique, etc. Et ce qu'on fait, c'est venir en effet se greffer sur un dispositif existant pour apporter de nouvelles fonctionnalités. Euh, il y avait des questions. Alors, il y avait une remarque, enfin, une démarche qui tienne compte des neuroatypiques. C'est un peu l'idée justement de pouvoir tenir compte, d'être plus proche, comme tu le disais, de chaque apprenant. Tout à fait, d'avoir une démarche assez empirique, mais si sur le papier, cette approche est jolie, dans la réalité des faits, elle est quand même relativement complexe. Parce que je Mhm. voyais également une question sur les clusters. Donc les clusters qui sont en fait la technologie qu'on utilise, c'est de la classification. C'est ce qui permet finalement à Google de prendre plein de photos et de dire bah, sur cette photo-là, j'ai un chat, sur cette photo-là, j'ai un chien, ça c'est un lion, etc. Le problème, c'est que dès qu'on a un chat sur une photo avec une oreille en moins, et ben peut-être qu'il va nous dire c'est un blaireau. Parce qu'en Mhm. fait, il n'aura pas eu l'entraînement suffisant pour dire c'est un chat finalement juste avec une oreille en moins. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les neuroatypiques finalement, ou les gens qui sont euh, un peu hors du moule des apprenants, on va avoir du mal à les classifier. Mais ce qui va être intéressant, c'est que si on le sait, cette chose-là, et que dans notre démarche, on va les chercher, on va être capable de les détecter. Et donc, c'est là où l'intelligence artificielle devient extrêmement intéressant, c'est quand on la couple finalement avec une expertise pédagogique. Mhm. Le résultat de ces algorithmes va finalement donner du grain à moudre à des ingénieurs pédagogiques pour se dire, ben, ici, on a des gens qu'on n'arrive pas forcément, qu'on n'a peut-être même jamais vus en termes de fonctionnement, de mécanisme. Donc, on va essayer de l'adresser et il n'y a rien de mieux que de l'adresser sur du 1 pour 1 avec de l'humain. D'accord. Il y a deux questions là, je pense, intéressantes sur lesquelles on peut revenir. Mhm, Forcément, la question des données et notamment de la protection des données, puisqu'on pose la question du RGPD. mhm, Euh, et une autre question que je comprends comme ça, comment on identifie finalement des groupes de population ou en tout cas un type d'apprentissage donné, c'est est-ce que finalement ça n'enferme pas les individus dans un système de pensée ou dans un système d'apprentissage et donc de ce fait-là ne permet plus d'échanger avec d'autres apprenants ou mhm. d'apprenants différents. Ouais. Alors, ce sont deux très bonnes questions et finalement assez récurrentes et parce que je pense qu'il y a un besoin d'explicabilité autour de l'IA. Pour répondre à la première question, au niveau du RGPD, finalement, les données existent et existent déjà, sont déjà stockées dans des systèmes. Et en fait, ce qu'on fait, c'est les collecter dans un autre système pour les traiter. Donc, d'un point de vue RGPD, finalement, à partir du moment où on a une liste des traitements qui est proposée et qui est bien définie et qu'on dit ce qui est fait et comment est-ce que les données sont sécurisées, anonymisées quand c'est mouliné, etc.,
on n'a vraiment aucun problème. Et d'ailleurs, le RGPD ne vient mettre que très peu de contraintes au niveau des traitements qu'on va faire. Il nous demande juste de donner de la transparence sur qu'est-ce qui est fait avec les données, quel est le cycle de vie des données, dans quelle mesure est-ce qu'on les anonymise ou les pseudonymise, dans quelle mesure est-ce qu'elles sont amenées à disparaître ou est-ce qu'elles sont stockées pour longtemps. Donc le RGPD, finalement, ne vient pas mettre un cadre éthique autour de ce que fait l'algorithme, mais vraiment un cadre plutôt juridique, sécuritaire, pour s'assurer que ce que fait l'éditeur et ce qu'il dit qu'il fait est cohérent avec la logique de RGPD. Donc, il stocke des données de façon sécurisée, ça part pas dans tous les pays, etc., ou dans des pays qui respectent le RGPD. Mais si on veut compléter le RGPD, il faut que nous-mêmes, on soit finalement conscient que quand on fait des choix au niveau des algorithmes, ça va créer des biais et qu'on a une éthique qui doit être mise avec la réflexion autour des algorithmes. Par exemple, je suis complètement d'accord avec la question. Aujourd'hui, on a de gros soucis au niveau notamment de tout ce qui est réseaux sociaux avec ces outils de classification. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on classifie un peu la population, on va avoir des clusters qui sont finalement assez proches en fonction d'idées, mais on va avoir des clusters qui sont très très loin. Si je prends par exemple les ultras de droite, des anarchistes, etc., et il y en a également à gauche, etc., enfin, je ne veux pas faire de ségrégation, mais ce qu'on voit, c'est que ces clusters-là sont très loin des clusters un peu plus standards milieu. Et donc, en fait, une fois qu'on est mis dans ces clusters-là, il devient très compliqué d'en sortir. Et en fait, le problème du système de recommandation couplé à ce cluster, c'est qu'on va dire Benoît, il est plutôt comme ça. Donc, je vais regarder ce qui marche bien pour les gens plutôt comme Benoît. Je vais lui faire des recommandations. L'effet pervers qu'il va y avoir là-dedans, c'est qu'on va avoir une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, mon hypothèse de base que Benoît était plutôt comme ça, en fait, finalement, je vais venir la confirmer en lui proposant des contenus qui vont le faire devenir encore plus comme ce que j'avais imaginé au début. Donc ça, si on en est conscient, encore une fois, on peut l'adresser. Et là, on va l'adresser grâce à de l'ergonomie. Et typiquement, nous, ce qu'on fait à chaque fois, c'est que on peut jouer sur deux choses. Le premier, c'est de proposer des recommandations qui ne sont pas toujours dites optimales par le moteur. Donc, de proposer quelque chose qui est peut-être complètement différent, mais qui va apporter une richesse énorme à l'étudiant. La deuxième chose, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la mémoire du moteur de recommandation. Donc, imaginez que c'est un peu comme des traces dans la neige. Un système qui a une très très forte mémoire, plus j'ai de gens qui passent, plus c'est creusé, donc les gens ils vont tous passer par là. Alors que si j'ai une mémoire un peu plus faible, eh ben, je vais laisser juste un très petit trou finalement et le trou va se reboucher au fur et à mesure. Donc dès que j'ai quelqu'un qui passe par un nouveau chemin, je vais m'engouffrer vers là aussi. Donc on peut travailler sur ce genre de paramètres pour éviter le fait d'avoir cette prophétie autoréalisatrice. Très bien. Voilà, pour les deux réponses. Je propose qu'on continue parce que je voulais dire quelques mots aussi sur l'expérimentation qu'on a mise en place. Donc deux mots sur Domotio, parce que là, je vous ai présenté finalement beaucoup de choses qui paraissent peut-être un peu abstraites. Donc, on a essayé de les packager dans ce qu'on appelle des produits. Donc, on a un premier produit qui va venir adresser le premier enjeu, c'est comment est-ce qu'on individualise des plans de formation. Donc, ça s'appelle Domotio Hub. L'idée, c'est relativement simple finalement, c'est que on prend des données extérieures pour essayer de comprendre qui est l'utilisateur. On lui fait passer un positionnement intelligent, c'est-à-dire en fonction de qui il est et des réponses qu'il nous donne, on vient adapter les prochaines questions qu'on va lui proposer. Et en fonction de ça, on va boucler. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et la logique de la chose, c'est de venir proposer un parcours qui va être individualisé, où en fait, un Benoît et une Clara vont avoir des ressources qui vont être différentes, qui vont leur être proposées à des moments différents. On a réalisé déjà pas mal de protocoles expérimentaux. Donc, on a pris des grandes populations. Donc là, on avait à peu près 2000 personnes
donc 2000 personnes avec l'outil et 400 personnes sans. Et on s'est intéressé à finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? Ce qu'on a vu, Mhm. c'est que on gagnait du temps parce que en fait, si je me trompe à une question qui est de difficulté moyenne, pourquoi est-ce qu'on irait me proposer une question de difficulté élevée? Ça risque de me frustrer et en tous les cas, ça va me faire perdre du temps. Donc, comment est-ce que je suis capable d'adapter mon parcours? Si j'ai une vidéo que je vois d'un point de vue donné n'a très peu d'impact et dure longtemps, pourquoi est-ce qu'on irait la proposer? Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on gagne du temps sur le développement des apprenants, donc en termes d'apprentissage et surtout de connaissances, de savoir. Et ensuite, on a regardé quel est le résultat à la fin. Et à la fin, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, si on prenait une population entière, et ben, on diminuait le nombre d'échecs sur le parcours diplômant. Donc en fait, à la fin, il y avait un examen et on a quand même réussi à diminuer quasiment de moitié. Donc c'est dommage, c'est pas 51%, c'est 49, mais quasiment de moitié les échecs sur le parcours. Ce qui est quand Donc même significatif. ce qui est significatif et en fait ce qui montre que ce genre de technologie, en fait, va avoir de l'impact, mais pas tant que ça finalement pour le cœur de classe, va avoir beaucoup d'impact pour les décrocheurs par le haut et par le bas. Donc, Mhm. c'est vraiment intéressant de voir ça comme un outil qui va permettre de différencier des apprentissages pour tout le monde, mais qui va vraiment avoir une valeur importante pour les décrocheurs par le haut et par le bas. Euh, Le deuxième produit qu'on met en œuvre, c'est Lock. L'idée derrière Lock, c'est comment est-ce qu'on est capable d'optimiser la mémorisation pour un maintien durable de ce qu'on a appris, que ce soit des compétences parce qu'on a mis en pratique ou des connaissances. Donc là, c'est quelque chose qui se passe surtout à travers une application mobile pour le coup et qui se base sur un système assez connu qui fonctionne bien, que vous avez peut-être déjà expérimenté sur des applications pour l'apprentissage des langues, par exemple comme Babel ou autre, je ne vais pas faire de pub, qui s'appuie sur ce qu'on appelle un système de répétition espacée dans le temps. Mhm. Extrêmement intéressant, en fait, c'est de dire de façon assez bon sens paysan que quand j'ai appris quelque chose, en fait, je vais venir le répéter. Et à chaque fois que je vais le répéter et que je vais le répéter de façon constructive, donc si on me pose une question à chaque fois que je réponds bon, en fait, la prochaine répétition va venir dans un peu plus longtemps que la précédente et encore un peu plus longtemps. Et on se rend compte comme ça qu'entre 4 à 5 répétitions, on est capable d'avoir un ancrage, finalement, une mémorisation qui se fait sur le long terme avec tout simplement 4 ou 5 petites piqûres de rappel très ciblées. Et donc ça, c'est ce qu'on a mis en œuvre justement dans le cadre de l'expérimentation avec vous. Et c'est un dispositif qui est utilisé par pas mal de solutions qui vont travailler justement la mémorisation. Donc quelques mots sur ce qu'on a mis en œuvre finalement ensemble. Euh, je vais passer rapidement sur la partie technologique parce qu'elle nous intéresse peut-être un peu moins. Donc juste pour vous dire qu'on a mis en place une application mobile qui va en fait notifier l'élève qu'une révision l'attend. Cette révision, c'est donc une question. Et donc l'élève va répondre à ces questions qui vont donc s'adapter à lui, c'est-à-dire qu'un Benoît et une Clara vont avoir des questions complètement différentes à des moments de la journée différents. Et plus je réponds bon, et moins je recevrai de questions. Alors que plus je me trompe, c'est-à-dire que plus ma mémorisation est encore friable, et plus je vais recevoir des questions. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a dû travailler avec donc tes équipes sur tout ce qui est l'ingénierie pédagogique derrière ce dispositif. Et donc, on a dû, en fait, il y a un vrai travail derrière de prise de conscience aujourd'hui, quand on arrive dans une démarche d'enseignement et je donne des cours également, beaucoup cette logique de dire, bon, bah, à quoi je vais les former, comment je vais les former, et on se pose assez peu souvent la question de, au final, qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Et c'est un sujet qui est extrêmement important et sur lequel les étudiants ont beaucoup de mal à se positionner, c'est comment est-ce que je fais le tri par rapport à toutes les informations qui m'ont été transmises, sur celles qui sont les plus importantes, comment je fais le tri et lesquelles il faut que je mémorise finalement de toutes ces informations-là.
Donc, on a fait ce travail de prendre un certain nombre de cours au sein de parcours plutôt ingénieurs. Et on a donc travaillé à la fois sur du management, sur de la physique, etc. Et on a fait le travail avec des enseignants de poser le cours et de se dire voilà les sujets clés à mémoriser. Pour chacun de ces sujets clés à mémoriser, on est venu travailler sur des questions qui vont permettre de relancer l'élève euh, en fonction de ce que dira l'algorithme pour le meilleur moment de révision. Ces questions-là, il en faut plusieurs. Il en faut minimum 4 sur chacun des sujets, parce que l'idée, vous l'aurez compris, c'est de répéter à des moments différents une notion, mais on va utiliser à chaque fois des questions différentes. Parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit la notion qui soit retravaillée et non pas la question qui soit apprise par cœur. Donc, fort de toute cette ingénierie pédagogique, du déploiement d'une application mobile et d'une application web, on a, dans cette période très particulière qui était le Covid, réussi néanmoins à adresser nos étudiants. Et on a expérimenté, alors sur des périodes pour le coup très courtes parce qu'on arrivait en fin d'année et on avait cette crise sanitaire. Mais on se rend compte qu'il y a eu un appétit, en tous les cas, déjà de la part des étudiants vis-à-vis de ce genre de technologie. On a fait à la fois du quantitatif et du qualitatif. Je pense qu'on on travaillera avec notamment tes équipes et Adeline sur le fait de formaliser un petit peu tous ces rendus-là et peut-être voilà, peut-être de le publier ou de voir dans quelle mesure est-ce qu'on veut rendre les choses publiques. Mais en tous les cas, ce qui nous a intéressé, c'est euh, dans quelle mesure est-ce que les utilisateurs sont engagés sur le dispositif? Est-ce qu'ils sont fidélisés, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont compris le principe? Est-ce qu'ils jouent le jeu et répondent à des questions? Et sur ces aspects-là, on a été franchement impressionné par la capacité que les élèves avaient eue à s'engager dans le dispositif et également de la capacité des enseignants à se l'approprier et à le pousser à leurs élèves. Puisque je pense que le premier élément moteur finalement de la diffusion de façon un peu systémique de ce genre de technologie, c'est par l'acceptation des enseignants qui vont eux-mêmes y voir un intérêt et le pousser. Voilà. Donc quelques stats finalement, c'était juste pour vous dire que ça a été mis en place, qu'on a généré finalement pas mal de résultats. Les utilisateurs, que ce soit à travers mobile ou web, ont généré beaucoup de révisions, donc de résultats à des questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait seulement 14% des élèves qui ont utilisé la version mobile. Donc ça, on aurait pu croire le contraire, mais finalement, je pense que situation Covid, les gens se sont retrouvés plutôt dans des démarches de formation sur leur ordinateur et peu sur des démarches assez mobiles dans les transports pour répondre à quelques révisions, alors qu'en général, nous, on voit plutôt le contraire. Et on a, sur tous nos participants, on en a à peu près 45% de ceux auxquels on a communiqué, 40%, je crois, à ceux auxquels on a communiqué qui ont démarré les sessions de révision. Voilà pour le Rex et voilà pour ma présentation. Donc, si je résume, mon objectif, c'était de vous présenter un peu les constats finalement de ce qui marche, de ce qui marcherait mieux et de ce qui marche un peu moins bien, avec la volonté d'adresser 2 enjeux avec de l'IA. Et le petit cheminement que j'ai essayé d'avoir avec vous aujourd'hui, c'est apprendre à apprendre. Certes, c'est une problématique humaine, mais si on doit le projeter avec l'IA, donc l'apprentissage par la machine, je vous ai expliqué un petit peu comment moi je voyais ce qu'était un moteur de recommandation et comment est-ce qu'on pouvait utiliser ce genre de technologie-là pour modéliser ce que c'est qu'un apprenant et être capable d'essayer de lui trouver une réponse formation adaptée. Enfin, je vous ai présenté nos 2 outils, nos 2 produits, et notamment Domotio Lock, qui est basé sur un système de répétition espacée dans le temps, où à travers un mobile, je vais recevoir une petite notification. Ça sera une question auquel je réponds et qui me permet d'ancrer
toutes les choses que j'ai vues en présentiel avec un enseignant. Voilà. Très bien, merci Benoît. Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'il y a des expériences dans la formation continue? Parce que je sais que vous travaillez aussi avec des entreprises, donc vous avez peut-être Mmh. eu l'occasion de tester sur des échelles plus Ouais, importantes. tout à fait. Alors le premier chiffre que je vous donnais sur Domotio Hub, ça a été réalisé avec le Crédit Agricole. On a pas mal de chiffres sur, donc notamment la SNCF avec qui on a pu déployer aussi, sur, des parcours, certifiants au sein de la SNCF. Et puis après, on a pas mal de cas clients, sur lesquels on communique, qui sont, trouvables sur nos sites web. Je dirais qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai eu une coloration plutôt enseignement supérieur, même un peu parler de la petite enfance, etc. Nous, 60% de notre volume d'affaires, finalement, c'est avec la formation continue. Donc, c'est Mhm. soit directement avec les entreprises au niveau de leur dispositif de formation et universités d'entreprise, soit au niveau des centres de formation. Donc, par exemple, là, Mhm. aujourd'hui, avec vous, on s'est concentré notamment sur la partie formation initiale. On peut très bien également adresser des sujets de formation continue. Donc, ça s'y prête très bien et, et la plupart de nos clients apprécient beaucoup, déjà, le coup de pied dans la fourmilière que ça met un peu parfois. C'est-à-dire qu'on vient avec des gros sabots en disant, bah, il y a des prérequis quand même. Il y a des prérequis qui sont de granulariser suffisamment les contenus, parce que quand on veut pousser une action de formation, si c'est un module de 2 jours, ça ne va pas être forcément super pertinent. Et ensuite également, se poser la question de, OK, je forme pendant 2 jours, mais finalement, quelles sont les attentes côté métier et quels sont les sujets vraiment qu'il va falloir mémoriser derrière. Mhm. Donc, on Je travaille regarde, beaucoup sur la formation continue. je regarde s'il y a des questions. Dans le cadre de la formation en alternance, la solution de Mocio permet-elle d'individualiser en prenant en compte à la fois les besoins des apprenants, mais aussi les besoins de l'employeur en termes de priorisation des modules? Hmm. Alors, c'est une question large. Je dirais, dans un premier temps, c'est la définition même de Domotio, c'est-à-dire, j'ai un point B qui est défini par des ingénieurs pédagogiques ou un responsable formation qui dit, par rapport à tel métier ou par rapport à tel niveau académique, voilà le niveau de maîtrise que j'attends de mes collaborateurs ou de mes élèves. Et après, ce que fait l'outil Domotio, c'est d'essayer de trouver le point A qui va ensuite amener au point B, et en fonction du profil de l'utilisateur, d'essayer de trouver le meilleur chemin pour aller de A à B. Le meilleur chemin étant pas forcément le plus court, mais en tous les cas, celui qui amènera avec le plus de probabilité l'utilisateur à la fin. Après, là où l'outil se prête un peu moins bien au jeu, c'est quand on a des choses un peu plus cadrées sur des temporalités qui sont différentes. Dans ce cas-là, si on est sur de l'alternance, par exemple, où on est sur 3 semaines, une semaine, là, il faudrait plutôt que de voir un grand objectif de A à B, il faudrait plutôt voir un petit objectif d'abord de A1 à B1, puis de A2 à B2, etc. Donc découper comme ça pour être sur des Mhm. périodes un peu plus courtes. Ce qu'on évoque en termes justement de parcours finalement individualisé ou personnalisé, ça suppose que l'ensemble des ressources soient implémentées au format dans l'outil. Parce que là, on a parlé d'une expérimentation que l'on a menée, mais sur un registre, c'est quelques matières, Mm. et puis c'est pour du loc. Mais donc, ça suppose voilà, de retravailler, en fait, comme tu l'évoquais, avec une certaine granulométrie, l'ensemble des ressources pédagogiques. Oui, oui. Mais après, il ne faut pas non plus se contenter uniquement de contenus digitaux. C'est-à-dire que Mhm. l'outil peut très bien considérer que s'il a le choix entre un module SCORM en ligne et une petite granule pédagogique d'une après-midi, il peut très bien conseiller d'aller faire cette petite granule pédagogique en présentiel pour une après-midi. Par contre, derrière, Mhm. ça veut dire bien faire les liens entre les outils que vous utilisez pour gérer le présentiel
mais c'est tout à fait possible. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment ce que tu évoquais, la possibilité de toucher les décrocheurs à la fois par le bas, mais par le haut aussi, pour des jeunes qui veulent aller peut-être un peu plus loin sur certains sujets. Mmh, Et ça, je trouve que c'est vraiment un des points intéressants dans le fait de l'expérience d'apprentissage, quoi. C'est de travailler avec tout le monde, d'amener des éléments de remédiation pour ceux qui en ont besoin, mais peut-être aussi de permettre à certains qui en veulent d'aller plus loin. ouais. C'est un sujet qui est alors à la mode, c'est un peu péjoratif, mais qui est assez critique au niveau des organisations et des institutions. Là, par exemple, nous, on est sur un très, très gros projet, aux Émirats arabes unis, justement, sur, ben, la détection des décrocheurs par le haut et des décrocheurs par le bas. Et heu et en fait, bien souvent, c'est presque plus important de les détecter parce que, en général, le plus tôt on est capable de les cibler, le plus tôt on est capable de leur apporter une intervention humaine. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut en fait, c'est Oui, l'IA va proposer en fait dans la mesure de ce qu'elle a à proposer. Donc si ça coince, ça coincera. Donc le plus tôt possible être capable d'intégrer une intervention humaine, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et les technologies que je vous ai présentées permettent de faire ce genre de choses-là, mais permettent de faire ces choses-là grâce à des experts humains. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous ai parlé de faire des classifications, en fait, on fait des groupes à peu près homogènes. Et quand on intègre dans cette classification les résultats, le temps passé, les appétents, enfin, les centres d'intérêt, etc., eh ben, on va avoir un peu naturellement des clusters qui vont se former, qui vont être les clusters des décrocheurs, les clusters par le bas, ceux par le haut. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et la machine ne saura pas le labelliser. Donc, si oui, on présente ça à des experts et qui sont capables de dire, bon, bah, ça, c'est les décrocheurs par le haut et par le bas, ce qui est intéressant, c'est que si on le sait, derrière, un utilisateur, il bouge sur nos axes et potentiellement, il se rapproche des clusters dits de décrocheurs par le bas. Et c'est comme ça qu'on est capable de faire du prédictif sur le fait que tel utilisateur est potentiellement un décrocheur par le bas. Et que le plus tôt possible, on est capable de, à travers la scolarité ou pas, euh, adresser cet étudiant, ce sera extrêmement intéressant. ouais, moi je pense que ça, c'est vraiment un des points. On parlait de la donnée, finalement, on génère dans nos établissements beaucoup de données dont on Ouais. n'utilise pas toujours. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Et de pouvoir aussi, au travers finalement, de tableaux de bord, d'aider aussi l'étudiant dans son parcours, mais aussi l'enseignant quelque part, puisque comme on parle d'individualisation, ça Mm. peut permettre de donner quelques éléments enfin, de compréhension pour pouvoir mieux les suivre. Et là, pas forcément par le digital, mais simplement d'agir vers l'élève en direct. Ouais. On a dépassé un peu le créneau, mais peut-être y a-t-il encore il y a encore un peu de temps, si c'est possible pour toi, Benoît, pour répondre Ouais, à ouais, pas de quelques problème. questions. Est-ce que Lee, je vois passer. Ouais. Alors, Il y a beaucoup de questions sur, en effet, la protection des données. Et le besoin essentiel de protéger ces données. Surtout que, enfin, faut pas fermer les yeux, c'est-à-dire que quand les données passent d'un système à un système, elles transitent à travers Internet et donc potentiellement elles peuvent être récupérées, etc. Je pense que après aujourd'hui, tout dépend de l'usage qu'on en fait et, et l'éthique qu'on met autour. La sécurité, on prend les principes généraux et les dernières technologies, évidemment. Euh, mais je pense que de toute façon, par rapport à cette notion de données, il y a voilà, une acculturation à faire et les élèves, les étudiants, etc. Je pense que, parce que vous parliez des grands groupes, je pense que les grands groupes ont beaucoup plus d'infos que ce que nous, on peut traiter à notre niveau sur les élèves. mhm, Et, euh, et à mon avis, ils savent déjà tout ça, hein. c'est clair, c'est clair. Ouais,
On parlait des données, c'est vrai qu'on parlait vis-à-vis de l'étudiant, vis-à-vis de l'enseignant. Moi, je pense que même d'un point de vue institution, ça peut être aussi intéressant pour mieux organiser ses activités dans le cadre de ce qui se passe finalement. Ça donne aussi, je pense aussi, une meilleure visibilité de la façon dont les activités se déroulent. Mmh. S'il n'y a plus de questions, effectivement, je pense qu'on peut on peut retenir une remarque qui a été faite là par Alban qui concerne, alors il dit: «Merci pour cette présentation. L'algorithme appliqué à l'humain, à la base, ça peut faire peur, mais indéniablement, cela peut aider les apprenants à apprendre mieux, plus à leur rythme et donc plus efficacement». Je pense que ça résume assez bien, Mmh. finalement, c'est le le sujet de ce webinaire où on voulait dévoiler un peu plus, ce qu'il y avait derrière ces notions, d'algorithme et d'adaptive learning et bien montrer que tout n'était pas forcément, heu, enfermé dans une machine, la boîte noire, mais il y Mmh. avait des actions, extérieures bien sûr aussi. Nous, en tout cas, on est ravis de travailler avec Domotio. On a beaucoup apprécié, tu parlais de la période de confinement, ça a été compliqué pour tout le monde, mais on a pu compter sur la réactivité de nos équipes respectives, Ouais. l'équipe de Domotio, mais aussi l'équipe de la DIP, et puis bien sûr des enseignants qui ont pu développer cette série de questions, parce qu'effectivement, comme tu le rappelais, il y a un travail préparatoire à faire. Mmh. Et nous, on est très intéressés pour continuer l'expérimentation. Tu évoquais tout à l'heure la possibilité de rendre public certains, enfin, des retours d'expérience. Nous, on est tout à fait preneurs. Je pense que c'était l'idée de ce projet et aussi de lancer une expérimentation parce que c'est des choses sur lesquelles nous, on est assez intéressés. Mais comme tout le monde, on aime bien, et plus particulièrement dans des écoles d'ingé peut-être aussi, sur la base d'une expérimentation, se doter voilà, d'arguments pour convaincre aussi les gens d'aller plus loin sur ces Mmh. dispositifs. Merci beaucoup, en tout cas, pour, ton intervention, Avec heu, plaisir. qui qui était très claire, et puis merci à tous nos participants pour, leurs remarques, leurs commentaires. On se retrouve, tout à l'heure après une petite pause, déjeuner. On se retrouve tout à l'heure pour le prochain webinaire avec, Jean-Charles Caillé sur, justement, les stratégies d'apprentissage à distance et pas que, vous verrez. Merci à tous et à toutes. Merci. Bon appétit et à tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Au revoir. Merci.